Sur une autoroute nordique gelée, un blizzard engloutit la forêt dans toutes les directions, transformant la nuit elle-même en un mur de blanc. De l'intérieur de cette tempête, un berger allemand gestant émerge, chaque pas lourd, chaque souffle tremblant contre le froid. Quand son corps ne peut plus endurer, elle s'effondre sur la glace et se rend au destin. Alors une seule lumière perce la tempête. Un Navy SEAL la voit, pousse à travers le voile blanc et fait un choix qui changera de nombreuses vies. Il offre de la chaleur sans question, un abri sans condition et un lieu pour que 3 petites vies naissent. Ceci est une histoire où le sauvetage devient justice et la douleur est transformée en but. D'où regardez-vous? Si cette histoire vous touche, s'il vous plaît, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos pensées ci-dessous. La tempête est venue sans cérémonie, le genre qui ne s'annonce pas avec le tonnerre, mais avec une gomme. Sur la route 9, dans le North Country du New Hampshire, la neige ne tombait pas tant qu'elle ne bougeait de côté. Un rideau blanc tirait fort à travers le monde jusqu'à ce que les arbres, les glissières de sécurité, même l'idée de distance se dissolvent. Les phares ont creusé un tunnel étroit à travers la nuit, et au-delà de ce tunnel, il n'y avait rien d'autre que mouvement et son, le vent inquiétant la forêt comme une chose vivante. Au loin, une station-service brillait faiblement, 2 rectangles de jaune contre la tempête, si petits et fragiles qu'elle ressemblait moins à un abri et plus à une promesse que quelqu'un pourrait oublier de tenir. Kate Holston conduisait avec les 2 mains sur le volant, les épaules carrées par habitude plutôt que par tension. À 40 ans, il se portait avec la densité tranquille d'un homme qui avait appris à prendre exactement l'espèce dont il avait besoin. Et pas plus. Il mesurait environ 1,85 m, large des épaules sans paraître massif, le genre de carrure qui suggérait la discipline plus que la vanité. Ses cheveux étaient brun foncé, coupés en un undercut net qui restait ordonné même quand le monde ne l'était pas. Son visage, rasé de près, anguleux, américain d'une manière qui penchait vers la sobriété, était marqué non par des lignes, mais par leur absence, comme si l'expression avait été réduite au fil du temps à ce qui était nécessaire. Ses yeux étaient d'un gris-bleu terne, réfléchissant plutôt que lumineux, et quand il se fixait sur la route devant, il le faisait avec une constance qui avait survécu à la peur. Il portait ce qu'il portait toujours, un haut à manches longues camouflé ajusté et un pantalon assorti, la coupe près du corps, pratique plutôt que théâtrale. Une ceinture tactique sombre à sa taille avec une petite pochette et un étui en forme d'étui qui passait pour des outils pour quiconque ne savait pas à quoi ressemblait la préparation. Des bottes militaires couleur sable plantées contre le tapis de sol et à son poignet gauche une montre métallique de luxe avec un cadran noir assez lourd pour être senti même à travers des gants. Il n'était pas en mission. Il rentrait chez lui. Mais des années en tant que Navy SEAL lui avaient appris que la maison ne vous rendait pas moins alerte. Cela changeait simplement pourquoi vous étiez alerte. Le chauffage soufflait de l'air tiède dans la cabine. Les essuie-glaces luttaient pour leur pertinence, grinçant en traînant la neige en de brefs arcs de visibilité qui disparaissaient presque aussitôt apparus. Cade conduisait plus lentement que la fierté n'aurait préféré, non pas parce qu'il craignait le temps. Il avait appris le vrai goût de la peur il y a longtemps, mais parce qu'il le respectait. Les tempêtes n'étaient pas des ennemis, elles étaient des faits. Et les faits ne se souciaient pas de votre capacité perçue. Parfois, par un temps pareil, son esprit remontait le temps. Non pas à la guerre, non pas aux années qui lui avaient appris à rester immobile sous la pression, mais à une chambre d'hôpital qui sentait l'antiseptique et la perte. Sa femme y était morte il y a des années, portant un enfant qu'ils n'avaient pas encore appris à nommer. Le souvenir n'arrivait pas comme une histoire. Il venait comme une sensation, le silence des machines, la finesse du souffle, la manière dont une main peut sembler à la fois chaude et déjà partie. Il avait appris à vivre avec en refusant de le regarder directement, en gardant son attention sur ce qui était devant lui. Pourtant, quand le vent hurlait d'une certaine manière, ou quand la cabine devenait trop silencieuse, le passé trouvait un moyen de frapper à la vitre.
La route se rétrécissait en un corridor de blanc. Des poteaux réfléchissants clignotaient comme des étoiles fatiguées. Alors les phares ont attrapé quelque chose de bas et de mobile près de l'accotement, une forme qui n'appartenait ni à un cerf ni à du bois flotté. Au début, cela ressemblait à des broussailles secouées par le vent, une touffe de vie traînée le long de la surface de la neige. Cade a relâché l'accélérateur. Le nez du camion a plongé. Les pneus ont chuchoté un avertissement sur le verglas. Il n'a pas claqué les freins. Il n'a pas fait d'écart. Il a laissé la machine s'installer dans la prudence comme il avait appris à laisser son corps s'installer dans l'immobilité. La forme a changé de nouveau. Dans le cône de lumière, un berger allemand est apparu, femelle par les hanches plus étroites et la tension protectrice dans la manière dont son corps se portait, même dans l'épuisement. Elle était grande, épaisse d'hiver, son pelage noir et feu emmêlé de neige mouillée et de gravillons comme si la tempête avait essayé de la tresser dans le paysage. Elle semblait avoir 4, peut-être 5 ans, à forte ossature mais épuisée, les côtes devinées sous la fourrure, les pattes tremblantes d'une fatigue qui n'avait rien à voir avec le froid seul. Un bord de son oreille droite portait un petit coup, le genre de vieille cicatrice qui parlait d'une défense antérieure. Autour de son cou, là où un collier aurait pu autrefois se trouver, la fourrure était aplatie en un anneau pâle, une empreinte de quelque chose qui avait pressé trop longtemps, trop fort. Ses yeux étaient brun ambre et profonds. Il ne demandait pas la pitié. Il demandait des résultats. Son ventre était lourd de grossesse. Ses ongles étaient fendus, à vif aux extrémités. Chaque pas un argument entre douleur et nécessité. Elle n'a pas aboyé. Elle n'a pas couru. Elle se tenait simplement là dans la lumière, une ligne vivante entre ce qui était et ce qui pourrait encore être possible. Cade a amené le camion à un arrêt contrôlé et l'a mis en stationnement. Le moteur tournait au ralenti. Il n'a pas ouvert la porte en grand. Il a regardé. Des années lui avaient appris que le premier moment après une découverte est souvent le plus honnête. Les narines de la chienne se sont dilatées. Ses pattes ont bougé une fois, se calant. Ce n'était pas de l'agression. C'était du calcul. Il a tendu la main vers le siège passager et a sorti sa veste, puis a glissé de la cabine dans la tempête. Le vent l'a giflé immédiatement, le genre qui vole le souffle et essaye de le garder. La neige a fouetté son visage, piquant la peau exposée près de ses yeux. Le brun rouge de sa veste a brillé brièvement contre le blanc avant qu'il ne s'abaisse à genoux à une distance sûre, les 2 mains visibles, les paumes ouvertes. Il n'a pas avancé. Il n'a pas parlé fort. La posture était ancienne, une qu'il avait utilisée avec des civils effrayés et des animaux effrayés pareillement. Bas, non menaçant. Le regard de la chienne l'a suivi avec intelligence plutôt que panique. Elle a jeté un coup d'œil à son propre corps, au gonflement de vie qu'elle portait, puis de nouveau à Cade. Il pouvait voir maintenant les fines égratignures le long de son flanc, le genre que l'on obtient en se faufilant sous quelque chose de pointu, les légères abrasions près de ses épaules. Elle travaillait dur depuis un moment. Cade a posé la veste sur la neige entre eux, non pas comme une offrande à saisir, mais comme un signal qu'il était prêt à mettre quelque chose de lui-même en danger d'abord. Alors il s'est penché en arrière légèrement, lui donnant de l'espace pour décider. Le vent a crié. La neige a rempli ses cils. Le temps s'est étiré dans cet endroit étrange où la confiance se forge non par les mots, mais par l'absence de faux pas. Où elle n'a pas bougé. Un son bas a vibré dans sa poitrine, si doux qu'il était presque avalé par la tempête. Pas un grognement destiné à menacer, un avertissement destiné à maintenir une limite. Kay ne l'a pas franchi. Il a hoché la tête une fois, une petite reconnaissance de ses conditions. Une contraction a ondulé à travers son corps. C'était visible même dans la lumière de la neige, un resserrement du flanc, un tremblement qui commençait profondément et se propageait vers l'extérieur. Le souffle de la chienne s'est coupé. Pendant un instant, le poids de sa condition a semblé faire basculer le monde.
Cade a senti quelque chose de vieux et d'aigu pressé contre ses côtes, le souvenir d'une pièce où le souffle s'était raréfié et un futur s'était tu. Il n'a pas bougé, mais quelque chose en lui l'a fait. Un changement intérieur qui n'avait rien à voir avec l'entraînement et tout à voir avec le fait d'être humain. La chienne a fait un pas en avant, puis un autre. Ses pattes ont touché la veste. Elle a fait une pause, les oreilles en avant, reniflant. De près, Cade pouvait voir l'épuisement dans la position de ses épaules, la manière dont sa queue se tenait raide avec le reste de sa force. Il n'a pas tendu la main. Il a attendu. Elle s'est tenue sur le tissu, puis a tourné la tête et a regardé en arrière sur l'autoroute dans le vide blanc, comme si elle s'attendait à ce que quelque chose vienne après elle. Il n'y avait rien, juste la tempête. La façon dont elle fixait suggérait qu'elle était habituée aux dangers arrivant de lieux qui ressemblaient à rien jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il s'est levé lentement, sans jamais la quitter des yeux, et est retourné vers le camion. Il a ouvert la porte arrière et a mis le chauffage à fond. L'air chaud s'est précipité comme une petite bénédiction, immédiatement volé par le vent. Puis il est retourné à genoux et a tapoté la veste une fois, une invitation plutôt qu'un ordre. Doucement, a-t-il dit, sa voix basse presque emportée par la tempête. Elle a hésité, puis s'est approchée, plaçant plus de son poids sur la veste, comme pour tester si elle la trahirait. Cade pouvait voir les faibles marques rouges près de son cou où quelque chose avait frotté trop fort trop longtemps. Il pouvait voir la façon dont ses muscles se serraient, prêts à reculer s'il bougeait trop vite. Il ne l'a pas fait. Il a gardé son corps immobile et son attention ouverte. Alors qu'elle se tenait là, une chose étrange s'est produite. La chienne a levé la tête et a fixé son regard non sur Cade, mais sur le pare-brise du camion derrière lui. Une seule goutte de neige fondue a glissé sur la vitre et a attrapé la lumière passante, formant une brève et fine traînée comme un éclair avant de disparaître. Les yeux de la chienne n'ont pas suivi la goutte. Ils sont restés sur l'endroit où elle avait été, comme si elle reconnaissait quelque chose qui n'était plus là. Puis, très doucement, elle a pressé son nez contre la vitre froide et a expiré, laissant une marque embuée comme une prière de souffle. Cade a senti les poils de ses bras se dresser sous ses manches. Il ne croyait pas au présage au sens théâtral, mais il croyait au schéma comme le font parfois les hommes qui ont survécu à de longues côtes, non pas comme de la magie, mais comme la manière de l'esprit de vous maintenir en vie en remarquant ce qui pourrait importer. Le moment est passé, la tempête a repris la nuit, mais quelque chose en lui avait changé, comme si cette rencontre attendait depuis plus longtemps qu'aucun d'eux ne le savait. Quand il a bougé de nouveau, ce fut avec une vitesse prudente qui n'a pas brisé le fragile contrat entre eux. Il a glissé un bras sous sa poitrine, un autre sous la courbe de son ventre, et a soulevé juste assez pour guider plutôt que porter. Elle n'a pas claqué, elle n'a pas fui. Elle a permis le contact avec une immobilité qui ressemblait à une décision. Il l'a déplacé dans le camion sur le siège arrière, où il avait posé une serviette pliée, puis a fermé la porte doucement. La cabine s'est remplie de l'odeur de fourrure mouillée et de froid, et d'autres choses, quelque chose comme du soulagement, essayant de trouver la permission. Cade s'est monté sur le siège conducteur, les mains stables, le cœur non. La chienne s'est tournée une fois, puis s'est couchée, son corps arrangé pour protéger l'espace devant elle, comme si quelque chose s'y trouvait déjà qui avait besoin d'être gardé. Il a ramené doucement le camion sur la route, attentif à ne pas faire de queue de poisson. La tempête possédait toujours la route neuve, mais maintenant, elle portait des vies qui importaient. Alors qu'il conduisait, la lumière lointaine de la station-service a glissé et a disparu. Des pins se penchaient près, leurs branches lourdes de neige, comme de vieux hommes avec des fardeaux. Cade n'a pas visé la ville. Il a visé la cabane sur la colline, l'endroit qu'il avait construit pour la solitude, pour le genre de calme qui peut ressembler à la paix de loin, et se sentir comme une punition quand vous vivez à l'intérieur. Ce soir, elle ne serait pas seule. Ce soir, le silence devrait partager.
Il ne savait pas d'où la chienne venait, qui l'avait laissée tomber, ou à quel nom elle aurait pu autrefois répondre. Il savait seulement ceci. Sur une route blanche où le monde essayait de tout effacer, une mère avait refusé de disparaître et un soldat s'était arrêté assez longtemps pour laisser ce refuge changer la forme de sa nuit. Le matin n'est pas tant arrivé qu'il n'a été découvert. La tempête s'était épuisée dans la nuit et ce qui restait était une lumière propre et froide qui faisait paraître chaque surface nouvellement nommée. Kate Holston se tenait à la fenêtre avant de la cabane, la vapeur de son café s'élevant comme un petit drapeau de survie, et à regarder la vallée réapparaître. La neige gisait en ligne disciplinée le long des pins. La route qui l'avait conduite dans l'obscurité était maintenant un ruban pâle entre les arbres. Le monde avait appris à être immobile de nouveau. À l'intérieur, la chaleur se déplaçait tranquillement à travers les pièces, hésitante au début, comme si elle n'était pas sûre d'être autorisée à rester. Il avait dormi sur la chaise près du poêle, bottes toujours aux pieds, corps entraîné à se reposer par fragments. Quand il s'est réveillé, la première chose qu'il a faite a été d'écouter. Non pas pour le vent, il connaissait cette chanson, mais pour un souffle qui ne lui appartenait pas. Il venait du coin près du foyer, un son bas et régulier qui montait et descendait avec la patience d'une créature qui avait passé la nuit à négocier avec le froid, et la chienne gisait sur une couverture pliée qu'il avait tirée du placard du couloir. De près dans la lumière indulgente du matin, elle ressemblait moins à une silhouette sculptée par le temps et plus à ce qu'elle était. Une grande femelle berger allemand, 4 ou 5 ans d'après la dentition, et la confiance dans ses yeux. Épaisse d'hiver et puissante, même en épuisement. Son pelage noir et feu tenait encore la nuit en lui. L'eau de fonte perlait le long des poils de garde, assombrissant la fourrure jusqu'à ce qu'elle brille. Une oreille portait une petite entaille à la pointe, vieille et propre, le genre de cicatrice qui racontait une histoire sans la raconter bruyamment. Autour de son cou, la fourrure était aplatie en un anneau pâle où quelque chose avait pressé trop longtemps. Ses ongles étaient fendus aux extrémités, des croissants à vif qui parlaient de kilomètres sur la glace. Son ventre, arrondi et lourd, se soulevait à chaque souffle. Elle n'a pas levé la tête quand Kate a bougé. Elle l'a regardé avec des yeux ambrés qui étaient éveillés avant le reste d'elle. Kate a bougé comme si l'air était fragile. Il s'est agenouillé à quelques pieds de là et a étendu la serviette Io qu'il avait chauffée près du poêle. « Doucement », a-t-il murmuré, non pas parce qu'il pensait que le mot ferait un miracle, mais parce qu'il nommait l'intention. Elle a reniflé, accepté le contact et lui a permis de brosser la neige de la fourrure le long de ses épaules. La peau y était chaude, la chaleur d'un corps qui n'avait pas abandonné. Il n'a pas essayé de toucher son ventre. Il avait appris dans d'autres types d'urgences qu'il y a des endroits où l'on n'entre pas sans y être invité. Il a posé un bol d'eau près de son nez, puis a attendu. Elle a bu avec prudence, faisant une pause entre les gorgées, comme si elle mesurait à quel point du monde elle pouvait se permettre de faire confiance. Quand elle a fini, elle a léché le bord une fois, puis a posé son menton de nouveau sur la couverture et a fermé les yeux, non pas en signe d'abandon, mais à la manière prudente dont un siècle se repose, tout en gardant une oreille sur l'horizon. La cabane de Cad était simple, une grande pièce qui contenait cuisine, table et poêle, un couloir étroit qui menait à une chambre, et une petite salle de bain, fenêtre positionnée pour capturer la vallée en toutes ses saisons. Il l'avait construite de ses propres mains après avoir quitté le service, choisissant un endroit assez haut pour regarder en bas sans être regardé de trop près. La solitude avait été le marché. Le calme était honnête. Il ne lui demandait d'être rien d'autre que présent. Ce matin, le calme était différent. Il avait du poids, il avait un battement de cœur. Il se déplaçait à travers la routine des soins comme il se déplaçait à travers toute tâche qui importait avec précision et retenue. Il n'a pas mis la chienne directement contre le poêle. Il n'a pas drapé la chaleur sur elle comme une solution. Au lieu de cela, il a maintenu la température stable, a séché ce qu'il pouvait et lui a laissé de l'espace pour choisir où s'installer.
Il a posé une autre couverture à proximité. Il a peu parlé. La discipline n'était pas de la froideur, c'était du respect. En milieu de matinée, un véhicule a grincé le long de l'allée. Cade n'a rien cherché sauf la porte. Quand il l'a ouverte, une femme se tenait sur le porche, la respiration s'embouant dans l'air, parka zippé jusqu'à son menton. Elle était à la fin de la trentaine, de taille moyenne, construite de la manière compacte et efficace de quelqu'un qui faisait un travail physique quotidiennement. Ses cheveux, d'un châtain chaud, étaient tirés en un chignon bas qui ne prétendait pas être décoratif. Ses yeux étaient gris-vert, vifs sans être durs. Elle tenait une sacoche en toile à son côté. Kate Halston, oui. Elle a demandé. Sa voix était stable et professionnelle. C'est moi. Je suis le Dr. Mara Winslow, vétérinaire de Pine Hollow. Vous avez appelé. Elle n'a pas tendu la main dans le froid. Elle a hoché la tête à la place, une économie de gestes qui suggérait qu'elle valorisait ce qui était nécessaire. À l'intérieur, Mara s'est agenouillée avec le même soin tranquille que Kate avait utilisé. Elle ne s'est pas pressée. Elle n'a pas parlé pour remplir l'espace. Elle a observé d'abord, les yeux traçant la posture de la chienne, la distribution du poids, la manière subtile dont l'animal se déplaçait quand elle inspirait. « Elle est grande », a dit Mara doucement, plus à la pièce qu'à Cade, forte ossature. « Elle a passé la nuit », a répondu Cade. Ce n'était pas de la fierté, c'était du soulagement en forme de phrase. Mara a ouvert sa sacoche et a sorti un stéthoscope, des gants, un petit thermomètre. Elle a demandé la permission avec ses yeux avant de poser une main sur l'épaule de la chienne. La chienne n'a pas montré les dents. Elle n'a pas reculé. Elle a regardé. Elle est en sous-poids pour ce stade, a dit Mara après un instant, son front se plissant. Déshydratée aussi, vous avez eu raison de ne pas forcer la chaleur. Son pelage me dit qu'elle est dehors depuis un moment. Celle-ci, elle a indiqué, les légères abrasions le long du flanc de la chienne, ne datent pas d'une nuit. Elle s'est débattue. Et cette marque ici, les doigts de Mara ont plané près de l'anneau pâle au cou de la chienne. Pression à long terme, une chaîne ou un collier gardé trop serré. Kate a senti quelque chose de dur s'installer derrière ses côtes. Peut-elle accoucher? Mara a écouté de nouveau plus longtemps cette fois. Possiblement ce soir. Il y a risque, stress, nutrition. Elle pourrait accoucher prématurément, mais elle se bat. Vous pouvez le voir. Elle a levé les yeux vers Cade, rencontrant ses yeux avec la franchise de quelqu'un qui n'échangeait pas le confort contre la vérité. Si nous sommes prudents, si nous la gardons au chaud, hydratée, tranquille, elle a une chance. Cade a expiré. Cela sonnait comme la fin d'un souffle retenu qu'il n'avait pas su qu'il retenait. Merci. Mara a rangé ses outils et s'est assise sur ses talons. A-t-elle un nom? Cade a jeté un coup d'œil à la chienne, qui avait refermé ses yeux, mais gardait une oreille inclinée vers lui. Pas que je sache, a-t-il dit le nom presque sans réfléchir. Est-ce que Mara a penché la tête comme la fleur? Comme ce qui pousse après la tempête, a-t-il dit. Il n'a pas expliqué davantage. Il n'a pas eu à le faire. Pendant un moment, la cabane a abrité 3 êtres vivants et le travail doux et nécessaire de garder l'un d'eux en sécurité. Mara lui a montré comment vérifier les gencives de la chienne pour l'hydratation, comment offrir de petites quantités d'eau, comment surveiller les signes qui indiqueraient le début du travail. Elle a parlé dans le langage de quelqu'un qui faisait confiance à l'intelligence du corps, mais respectait ses limites. Quand elle a eu fini, elle a mis sa sacoche sur son épaule et s'est dirigée vers la porte. « Je reviendrai si vous avez besoin de moi », a-t-elle dit. « De jour comme de nuit. »« Merci », a répété Cade. Cette fois, cela portait le poids de quelque chose qu'il avait presque oublié comment donner. Après son départ, le calme est revenu, altéré par ce qu'il contenait maintenant. Cade a nettoyé le bol, plié la serviette
et s'est assis sur le sol à quelques pieds de la chienne, le dos contre le mur. Il n'a pas défilé. Il n'a pas fait les 100 pas. Il a laissé la journée être ce qu'elle était. Il a prononcé le nom une fois de plus doucement. Iris. Ses yeux se sont ouverts. Ils ont rencontré les siens, non pas avec gratitude, avec reconnaissance, une sorte de contrat tacite et exigeant. Vers midi, quelque chose a changé. Iris s'est levée avec une délibération qui n'était pas de la douleur, pas de la larme, mais un but. Elle a traversé la pièce en ligne droite jusqu'au coin le plus éloigné, où un tapis étroit gisait sous une petite table d'appoint. Elle a reniflé une fois, puis a commencé à gratter légèrement, avec insistance, les lattes du plancher. Kate s'est levée, incertain d'avoir nettoyé ce coin. Il l'avait fait plus d'une fois. Il n'y avait rien là. Il s'est agenouillé à côté d'elle, a soulevé le bord du tapis et a senti son souffle le quitter. La latte de plancher en dessous n'était pas affleurante. Il l'a soulevée avec ses doigts et a découvert un creux peu profond, un espace de rangement qu'il avait scellé des années auparavant. À l'intérieur gisait une petite boîte en bois. Il l'a su avant de l'ouvrir. Les charnières ont grincé comme le font les vieilles choses quand on leur demande de parler. À l'intérieur se trouvaient des objets qu'il n'avait pas touchés depuis l'hôpital. Un bonnet tricoté pas plus grand que sa paume, un bracelet d'hôpital jauni sur les bords, une carte pliée avec une fleur pressée. Le monde s'est rétréci à une seule douleur précise. Iris se tenait à côté de lui, son flanc contre son bras, sa présence ne demandant rien. Simplement là, il a semblé à ce moment-là que le passé avait été appelé non pas pour le blesser de nouveau, mais pour être vu et autorisé à se reposer. Cade a fermé la boîte. Il ne l'a pas remise à sa place. Il ne l'a pas éloignée. Il l'a placée sur la table où la lumière pouvait la toucher. La journée a repris, mais elle l'a faite sur un nouveau registre, comme si la cabane elle-même avait pris une respiration plus profonde. L'après-midi s'est écoulé par petits incréments tranquilles. La neige a glissé du toit en petites avalanches. La lumière a traversé le sol. Iris a mangé quelques bouchées de nourriture ramollie, puis s'est recouchée, la courbe de son corps un abri pour ce qu'elle portait. Cade s'est retrouvé à lui parler, non pas en longs discours, mais par fragments, comme on le fait quand il n'y a pas de public à impressionner. Il a parlé de la colline, de l'aspect de la vallée au crépuscule, de la façon dont les tempêtes viennent ici et repartent. Il n'a pas parlé de l'hôpital. Il n'en avait pas besoin. La boîte sur la table contenait cette histoire. Maintenant, alors que le soir tombait, une tension subtile parcourait la pièce. Iris a bougé plus souvent. Sa respiration a changé, non pas en détresse, mais en préparation. Cade a regardé avec l'attention d'un homme qui avait appris à lire les signes qui n'étaient pas écrits. Il a mis des serviettes propres près du poêle. Il a vérifié l'eau. Il a placé son téléphone à portée de main. Il n'a pas dramatisé. Il s'est préparé. La lumière extérieure a pâli en bleu. La vallée a pris ce vaste silence hivernal qui se sent à la fois vide et plein. Cade s'est tenu au centre de la pièce, conscient que ce qui allait se passer ensuite ne pouvait pas être commandé, seulement soutenu. La pensée ne l'a pas effrayé, elle l'a stabilisé. Il avait passé trop de sa vie dans des endroits où le contrôle était une monnaie. Ici, dans cette cabane qui avait appris à respirer de nouveau. Le travail était différent. Les mots de Mara lui sont revenus. Elle a une chance. Il a posé une main sur le sol près d'Iris, ne touchant pas sauf invitation. Elle ne l'a pas regardé. Elle n'en avait pas besoin. Le calme a tenu. Quand la première vraie contraction est venue, elle était indubitable. Le corps d'Iris s'est tendu, une ondulation qui a commencé profondément et a voyagé vers l'extérieur. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas paniqué. Elle a simplement enduré comme le font les choses fortes quand elles sont occupées à devenir autre chose. Cade a senti le bord familier du souvenir. Les lumières de l'hôpital, une main devenant froide, mais il n'a pas reculé cette fois.
Il a laissé le sentiment exister sans le laisser le commander. La nuit s'est installée pleinement. Le poêle a tic-tac, le vent a caressé les avant-toits, et dans le petit cercle de chaleur sur le sol de la cabane, la vie se préparait à franchir un seuil. Le courant a vacillé juste après le crépuscule, non pas avec drame, mais avec la petite hésitation lasse d'un réseau qui s'était épuisé par le temps. La cabane n'est pas devenue sombre, elle s'est adoucie. La lumière du feu a pris le dessus, tirant les ombres plus près des murs, apprenant à la pièce comment respirer par les braises et la lueur. Dehors, la dernière tempête a traversé la vallée en longues exhalations ininterrompues. La neige ne tombait pas tant qu'elle ne dérivait de côté, chuchotant à travers les fenêtres, comme une main testant une porte qu'elle avait déjà décidé d'entrer. Kate Holston s'est tenue au bord du foyer et a regardé Iris sans essayer de la diriger. La discipline qu'il a apportée à cette nuit n'était pas celle qu'il avait apprise dans d'autres endroits. Il n'y avait pas d'ordre ici, pas de séquence à dégager, pas de carte à redessiner. Il n'y avait que la présence. Il avait étalé des serviettes propres, là où Mara lui avait montré, mis un bol d'eau chaude à portée de main et maintenu la température stable. Son téléphone gisait sur la table à côté de la petite boîte en bois qu'il avait trouvée plus tôt, son passé et son présent occupant le même carré de lumière sans discuter. Iris a fait les 100 pas en une ligne lente et délibérée, son corps lourd creusant un cercle qui se resserrait à chaque contraction. Elle était magnifique, même dans la douleur. 4 ou 5 ans de muscles et d'instinct, pelage noir et feu attrapant lors du feu. Yeux ambrés clairs et sans ciller. Son ventre s'est rétracté, puis s'est relâché. Elle n'a pas gémi. Elle n'a pas cherché la sympathie. Elle a travaillé. L'anneau pâle à son cou, où un collier avait autrefois pressé trop fort, était un écho pâle de ce qui lui avait été demandé auparavant. Ce soir, personne n'a rien demandé sauf qu'elle soit autorisée à faire ce que son corps savait déjà. Kate s'est abaissé au sol à quelques pieds de là, assez près pour être présent, assez loin pour être une limite qu'elle pouvait choisir de franchir. Il n'a parlé que lorsque la pièce a semblé avoir besoin d'un son humain. « Je suis là », a-t-il dit une fois, non pas comme une instruction, mais comme un fait. Les mots semblaient plus petits que ce qu'ils signifiaient. Une autre contraction l'a prise. Iris s'est tournée, a incliné son corps vers le foyer et s'est installée sur les couvertures avec l'exactitude d'une créature qui comprenait où se trouvait la sécurité. Kate a observé les changements minimes dans sa respiration. Il avait appris à lire les hommes sous stress par la façon dont leurs épaules tenaient ou s'effondraient. Les animaux étaient plus vrais. Ils ne jouaient pas. Le temps a glissé de cette façon qu'il le fait quand il n'y a rien à faire sinon être. Le feu a chuchoté, la tempête s'est penchée sur les avant-toits, et puis sans avertissement ni annonce la nuit a changé. Iris a poussé, un son se brisant de sa gorge qui n'était ni cri ni grognement, mais quelque chose de plus ancien que le langage. Les mains de Cad se sont ouvertes sur ses genoux, son corps se penchant en avant sans traverser l'espace entre eux. La première petite forme est arrivée dans un flot de chaleur et d'obscurité glissante du travail de devenir. Pendant une seconde, le chiot n'a pas bougé. La pièce s'est rétrécie à un seul point lumineux. Cade n'a pas touché le chiot. Il n'a pas saisi le moment comme un homme pressé. Il s'est souvenu de la voix de Mara, égale et précise, lui rappelant que l'intervention n'est pas la même chose que l'aide. Il a regardé Iris nettoyer le chiot avec des coups de langue rapides et compétents. Il a regardé la petite poitrine, trop immobile, trop silencieuse. Quelques secondes se sont étirées. Le feu a crépité. « Allez », a-t-il murmuré, le mot plus une prière qu'une supplique. Un autre battement de cœur, puis un faible, mince halètement, si petit qu'il aurait pu être confondu avec le crépitement du bois. Iris a poussé le chiot avec la tendresse concentrée d'une mère qui n'avait pas le temps de la peur. La poitrine a de nouveau frémi. Le souffle a trouvé son chemin, puis est sorti. Le monde s'est élargi. Cade a senti la pression derrière ses yeux.
Le souvenir des lumières de l'hôpital, les longues heures stériles où le souffle était quelque chose que l'on attendait, quelque chose que l'on comptait comme des grains de chapelet. Il ne s'en est pas détourné. Il a laissé la douleur exister sans la laisser prendre le volant. Le premier chiot gisait contre le ventre d'Iris, une virgule sombre et humide dans une phrase encore en cours d'écriture. Cade a expiré lentement, prudemment, comme si son souffle pouvait donner le rythme à la pièce. La deuxième arrivée est venue plus vite. Iris a travaillé avec l'efficacité d'un art ancien. Ce chiot a glissé dans la lumière et a donné une petite secousse indignée, comme si le froid l'offensait. Une oreille est pliée sur elle-même, l'autre essayant et échouant à décider si elle voulait se tenir. L'asymétrie aurait été drôle n'importe quelle autre nuit. La bouche de Cade s'est soulevée malgré lui. Le troisième a suivi peu après, et avec lui un moment qui semblerait plus tard comme une charnière dans la mémoire. Le visage du chiot était sombre, un masque noir contre un museau plus pâle, comme s'il était né portant déjà un secret. Il a couiné une fois, puis a fouillé vers la chaleur avec une détermination presque comique. 3 quarts, 3 débuts, 3 petites réponses à une question que la tempête avait posée la nuit précédente. Iris s'est allongée sur le flanc, les flancs haletants, puis s'est stabilisée. Elle a reniflé chaque chiotte à tour de rôle, comptant 100 chiffres, s'assurant que le monde avait tenu ses promesses. Quand elle a été satisfaite, elle a laissé tomber sa tête sur les couvertures et les a regardées avec des yeux qui ne clignaient pas. Cade s'est rapproché maintenant, ne touchant toujours pas sauf invitation. Il s'est surpris à rire sous son souffle à l'étrangeté pure du moment. « J'ai désarmé des choses qui voulaient mettre fin au monde », a-t-il murmuré à l'espace vide entre lui et le foyer. Et je perds un concours de regard avec un biberon. L'humour n'a pas brisé la gravité. Il a fait de la place pour elle. Il a réchauffé le biberon comme Mara l'avait instruit, testant la température comme il testait tout ce qui importait à l'intérieur de son poignet, où les cicatrices se souvenaient du chaud et du froid. Quand il l'a offert, les yeux d'Iris ont suivi le mouvement, non pas avec suspicion, mais avec un calcul maternel sévère. Qu'est-ce qui sert? Qu'est-ce ce qui menace? Qu'est-ce ce qui attend? Elle l'a laissé assez près pour placer le biberon près de la plus petite bouche. Le chiot s'est agrippé avec un son qui était plus insistance que fin. Un petit moteur démarrant dans l'obscurité. La poitrine de Cade a fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Elle s'est dilatée. C'est arrivé quand la tempête s'est penchée le plus fort sur la maison. Une rafale a secoué les fenêtres et pendant un instant, la lumière du feu a dansé comme quelque chose de vivant. Le chiot masqué a levé la tête, s'est détourné du ventre d'Iris et a fixé son regard sur le coin où la petite boîte en bois reposait sur la table. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas fouillé. Il a simplement regardé fixement, sans cligner, comme s'il reconnaissait un endroit avant d'y avoir jamais été. Cade a suivi la ligne de ce regard et a senti le calme en lui changer. Il ne croyait pas au présage comme le faisaient parfois les gens des petites villes, pas aux signes écrits dans les nuages ou le verre. Mais il croyait au schéma, à la façon dont le monde s'arrangeait parfois, de sorte que le sens pouvait être vu si vous étiez prêt à rester immobile. Le chiot a cligné une fois, puis est retourné se nourrir. Le moment est passé, laissant derrière lui une question qui ne ressemblait pas tant à du doute qu'à une invitation. La nuit a continué. Cade a travaillé quand il y avait du travail et a attendu quand il n'y en avait pas. Il a séché ce qui devait l'être. Il a ajusté les couvertures pour qu'aucun corps ne prenne toute la portée de la chaleur du poêle. Il a vérifié les gencives d'Iris comme Mara lui avait montré, a offert de l'eau, a parlé doucement quand la pièce se sentait trop pleine de son propre battement. La tempête dehors a fait rage et puis, à la manière des choses qui s'épuisent, s'est adoucie. À un moment donné, le courant est revenu. Une seule lampe a ronronné, reprenant vie. Cade ne l'a pas allumé. Le feu suffisait. Iris a finalement dormi. Non pas le sommeil léger et à moitié alerte d'un animal en garde, mais un vrai repos,
son corps courbé autour des 3 petites vies qu'il avait choisies. Les chiots, nourris et au chaud, ont trouvé leur place par instinct, celui avec l'étoile pâle à sa poitrine. Là, elle était maintenant, une petite lueur contre la fourrure sombre, pressée contre le ventre d'Iris et immobilisée. Celui aux oreilles tombantes a frémi dans ses rêves, les pattes faisant de petits cercles sérieux. Celui masqué a rentré sa tête sous le flanc de ses frères et ses sœurs, pratiquant déjà l'art de la proximité. Cad s'est assis le dos contre le mur, bottes toujours aux pieds, comme si une partie de lui ne faisait pas encore tout à fait confiance au confort. Il n'a pas pris le téléphone. Il n'a pas mesuré l'avenir. Il a laissé le présent être ce qu'il était, une pièce qui avait autrefois été construite pour tenir tout le monde dehors, maintenant abritant 3 petits cœurs qui ne se souciaient pas de son histoire, seulement de sa constance. Il a pensé, non pas pour la première fois cette nuit à la boîte sur la table, au bracelet d'hôpital avec un nom qui ne serait plus jamais prononcé à voix haute dans cette maison, à la fleur pressée qui avait autrefois tout signifié et qui ensuite avait signifié trop pour être touchée. La douleur n'est pas partie. Elle n'avait pas à le faire. La douleur, il apprenait, n'exigeait pas de gomme pour faire de la place à autre chose. Elle pouvait être portée et laisser quand même une main libre. Les dernières rafales de la tempête ont glissé le long des fenêtres. La vallée au-delà de la vitre a retenu son souffle. Cade a fermé les yeux un instant, non pas pour s'échapper, mais pour écouter. 3 petits rythmes ont rejoint les plus grands du feu et du vent, un contrepoint si fragile qu'il semblait sacré. Quand il a rouvert les yeux, Iris le regardait, non pas avec la distance calculatrice d'une créature décidant de faire confiance, mais avec quelque chose de plus stable. De la reconnaissance peut-être, ou simplement l'acceptation d'un travail partagé. 2 êtres qui avaient chacun appris de différentes manières que la survie n'est pas un acte solitaire. D'accord, a-t-il dit doucement à personne et à tout le monde dans la pièce. Nous sommes là, la nuit a répondu en continuant. Le matin à Pine Hollow est arrivé avec une grammaire différente de la tempête. Le ciel était récuré d'un bleu dur. La neige repoussée par la lumière du soleil en marge brillante, le long des clôtures et des avant-toits. La vallée semblait innocente de nouveau, comme le font les paysages après avoir fini de tout demander. Cade Holston a conduit la route étroite vers la ville avec les fenêtres entre-ouvertes, laissant l'air froid le stabiliser. La cabane derrière lui abritait Iris et ses 3 nouveau-nés, une constellation tranquille qu'il avait appris à lire dans l'obscurité. Il était parti avec soin, chaleur basse, eau fraîche, couverture placée avec le genre d'attention qui ne demande pas d'applaudissements. Pine Hollow était le genre d'endroit qui prétendait ne pas se remarquer. Un magasin d'alimentation avec une enseigne peinte à la main, un restaurant qui croyait encore au café à volonté, un petit bureau de poste qui gardait des secrets dans des enveloppes simples. Cade s'était arrêté près de la quincaillerie et est sorti dans une lumière qui rendait chaque souffle visible. Les gens lui ont fait un signe de tête sans curiosité. Il avait appris le code local. Ne pas jouer, ne pas fouiner, ne pas rester assez longtemps pour devenir une question. Il achetait du lait en poudre et des serviettes supplémentaires quand la voix l'a trouvé. « Vous avez ma chienne? » Ce n'était pas fort, il n'y avait pas besoin de l'être. Cela a glissé entre les allées comme un courant d'air trouve le point faible dans une porte. Cade s'est retourné, l'homme se tenait près du comptoir comme s'il avait toujours appartenu là, un coude posé sur la vitrine. Il était au début de la quarantaine, 43 ans. Cade le saura plus tard. De taille moyenne, le genre de carrure qui avait autrefois été solide et avait depuis appris les douces commodités de la négligence. Ses cheveux étaient d'un brun pâle et clairsemé, peignés en arrière d'une manière qui suggérait un effort. La barbe naissante assombrissait sa mâchoire, non pas comme une mode, mais comme une habitude. Ses yeux étaient d'un noisette clair, vif, entraîné à lire les pièces et les gens. Il portait un manteau sombre trop propre pour le travail d'hiver. Le col relevé non pas contre le froid, mais comme une posture. « Je m'appelle Yal Merrick », a-t-il dit. Il a souri sans utiliser ses yeux.
J'ai entendu dire que vous avez ramassé un berger allemand sur la route 9. Cade a senti la pièce changer, non pas en danger, exactement, en examen. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas feint la surprise. J'ai aidé une chienne dans une tempête. Le sourire de Lyle s'est amenuisé. Vous avez pris ma propriété. Le mot est tombé comme un verdict. Je ne traite pas de propriété, a dit Cade. Je traite d'être vivant. Les yeux de Lyle ont clignoté une fois vers la porte, puis sont revenus. Je me fiche de comment vous l'appelez. Elle est à moi. J'ai des papiers. Il a tapoté le comptoir avec un doigt, le geste petit et précis. Vous ne voulez pas que ça se complique. La caissière, un jeune homme avec une chemise en flanelle et un visage qui n'avait pas encore appris à se cacher du conflit, a regardé entre eux, puis s'est affairé avec un reçu qui n'avait pas besoin d'être imprimé. Cade a soutenu le regard de Lyle. Si vous revendiquez la propriété, vous pouvez passer par les canaux appropriés. Les canaux civils me conviennent, a dit Lyle presque joyeusement. La possession fait 9/10, mais ce n'est pas la loi. Je peux déposer. Rendre les choses compliquées ou, il s'est penché plus près, la faible odeur de quelque chose d'aigu sous le cologne. Nous pouvons rendre les choses faciles. Je ne suis pas déraisonnable. Je peux aider avec les dépenses pour le dérangement. Ce n'était pas une rançon. C'était pire. C'était une offre construite pour ressembler à de la civilité. Cade n'a pas répondu au moment où Lyle s'y attendait. Il a emballé ses articles, payé et a pris son reçu. Puis il a dit doucement, « Vous devriez laisser mon nom hors de votre bouche. » Lyle a ri une fois, un son qui jouait l'aisance sans la mériter. « Je vous contacterai. » Dehors, la lumière du soleil semblait soudainement trop vive. Cade est resté un instant, laissant la rencontre s'installer dans ses os. Il n'a pas ressenti de peur. Il a ressenti quelque chose de plus froid, de la reconnaissance. Il avait déjà vu des hommes parler ce langage, des hommes qui cachaient la prédation derrière la paperasse. Il n'est pas retourné à la cabane. Il s'est tourné à la place vers le bâtiment, en briques basses au bord de la ville, qui abritait le bureau du shérif de Pine Hollow. L'adjoint Nolan Briggs avait 45 ans, grand d'une manière qui venait de longs membres plutôt que de la posture, avec un visage taillé en plan par le vent, et des années à ne pas prétendre que son travail était facile. Ses cheveux étaient foncés avec des mèches grises aux tempes, ses yeux d'un bleu hivernal clair. Il portait son uniforme comme les hommes portent de travail, sans ornement, sans excuse. Il détestait la cruauté plus qu'il ne détestait la paperasse, ce qui le rendait dangereux pour la mauvaise sorte de personne. Cade lui a raconté ce qui s'était passé, sans drame, sans épargner les détails. Briggs a écouté les bras croisés, puis s'est penché en arrière sur sa chaise. « Propriété », a-t-il dit, goûtant le mot comme s'il pouvait se gâter. « A-t-il des documents? » Il dit qu'il en a. « Vous les avez vus? » Non. Briggs a hoché la tête une fois. Bien, parce que s'il les avait, il aurait commencé par ça, pas par des menaces et de l'aide. Vous déposez un rapport? Je le ferai aujourd'hui, Briggs s'est levé, et garder des enregistrements, heures, mots, chaque contact. Cade a hésité un instant seulement. Je pense qu'il n'est pas juste un mauvais propriétaire. Le regard de Briggs s'est aiguisé. Continuez. Il y avait des marques sur son cou, une ancienne pression, et la façon dont il parlait, comme si la chienne était un inventaire. Briggs est resté silencieux un instant. Vous pensez qu'il y a plus? Je pense qu'il y a un système. Briggs a ramassé sa veste. Alors nous ne faisons pas de bruit, nous regardons. Ils ont commencé là où les systèmes se trahissent toujours aux limites. La vétérinaire de Pine Hollow, Mara Winslow, avait déjà noté des signes de négligence. Elle n'a pas spéculé, mais elle n'en avait pas besoin. Les schémas parlent quand les gens ne veulent pas. L'employé du magasin d'alimentation s'est souvenu que Lyle avait acheté des croquettes bon marché en vrac il y a des mois, puis avait complètement arrêté. Le bureau des archives du comté n'avait aucune licence récente à son nom.
La voisine au bord de la ville a mentionné des camions à des heures étranges, des chiens qui entraient et sortaient, le genre de mouvement qui n'appartenait pas à une famille. En milieu d'après-midi, Kate se tenait devant une structure basse et affaissée au-delà, la dernière ligne de maison. L'endroit sentait légèrement la vieille fumée et quelque chose de métallique en dessous. La porte était légèrement de travers. À travers une fenêtre poussiéreuse, Kate pouvait voir le contour d'un seul bol, rouillé, gelé au sol. Dans le coin gisait une longueur de chaîne, les maillons usés. Pas une maison, un enclos. Briggs a photographié ce qu'il pouvait sans franchir les lignes. Cela ne prouve pas la propriété, a-t-il dit. Mais cela prouve autre chose. Quoi? La négligence? Sa mâchoire s'est serrée. Et peut-être le trafic. Ils sont retournés en ville sans fanfare. Cade a déposé le rapport. Briggs a appelé le contrôle des animaux et le compté. Le processus était lent, fait pour l'être. Cade comprenait ce genre de patience. Ce n'était pas de la passivité, c'était de la précision. Il est retourné à la cabane alors que la lumière basculait vers le soir. La vallée s'est ouverte sous lui. Honnête de nouveau dans son froid, il s'est garé et est entré dans un calme qui était devenu en quelques jours quelque chose comme une promesse. Iris a levé la tête quand il est entré. Les chiots, 3 virgules sombres contre son ventre pâle, se sont agités puis se sont réinstallés. Il s'est agenouillé, la laissant le sentir, laissant le rituel être ce qu'il était. « Nous allons bien », lui a-t-il dit, non pas comme une garantie, mais comme une direction. Elle l'a regardé, les yeux ambrés fixes, non pas reconnaissantes, mais conscientes. Cade l'a nourri, a rafraîchi l'eau, a remplacé les serviettes par des propres réchauffées par le poêle. Il n'a pas mentionné Liol à la pièce. Il n'en avait pas besoin. La pièce connaissait déjà la différence entre la météo et la menace. La nuit a apporté une autre sorte d'écoute. Le vent était doux maintenant, la tempête un souvenir. Quelque part au-delà des arbres, un moteur a toussé, vieux, irrégulier, le son d'un véhicule qui ne se souciait pas d'être remarqué. Iris s'est levée d'un seul mouvement, son corps se plaçant entre Cade et le petit nid de couverture. Elle n'a pas aboyé, elle n'a pas fait les 100 pas. Elle s'est tenue, les épaules carrées, les oreilles en avant, les yeux fixés sur l'obscurité au-delà de la fenêtre. Cade a ressenti le sens avant de le nommer. Iris n'avait pas craint la tempête, elle ne craignait pas le froid, elle craignait une sorte de personne. Il est allé à la fenêtre et a regardé dehors. La route en dessous était vide, mais le son du moteur persistait dans l'air comme une empreinte digitale. Quand il s'est estompé, Iris ne s'est pas détendue. Elle laisse rester où elle était, une barrière vivante. Le pouls de Cade a ralenti, non pas de soulagement, mais de clarté. Ce qui était venu au bord de son monde cette nuit-là n'était pas la météo. Les jours qui ont suivi se sont organisés en preuve. Briggs a appelé avec des mises à jour. Le contrôle des animaux avait ouvert un dossier. Les archives du comté étaient tirées. Cade a tout documenté. Heures, mots, la façon dont les yeux de Lyall avaient clignoté vers les sorties, la cadence de ses offres. Il est retourné au bord de la ville avec un appareil photo et a pris des photos depuis la voie publique, la clôture affaissée, le portail cassé, le bol vide. Il n'a pas empiété, il n'en avait pas besoin. Il faisait confiance à la gravité pour faire ce qu'elle fait toujours au mensonge. Lyall n'est pas revenu de jour. Il n'a pas appelé. Il a fait quelque chose de plus subtil. Il a parlé dans une ville qui préférait ne pas se remarquer. Il a suggéré que Cade était un voleur, un vagabond qui pensait pouvoir décider ce qui appartenait à qui. Les mots ont voyagé de travers comme le font ces choses. Cade n'y a pas répondu. Il a transmis ce qu'il a entendu à Briggs et est retourné au travail qui importait. À la cabane, Iris a retrouvé sa force. Le manque de lustre de son pelage s'est envolé. L'anneau pâle à son cou est resté. Un témoignage silencieux. Les chiots ont appris le monde par pouce. Chaleur, odeur,
la petite architecture du corps de leur mère. Cade s'est surpris à sourire de leur entêtement, de la façon dont celui à l'étoile pâle insistait pour avancer, même quand il n'y avait nulle part où aller, de la confusion sérieuse de celui aux oreilles tombantes devant le regard stable et curieux du chaud masqué. Un après-midi, alors que Cade remplaçait une planche lâche sur le porche, Iris s'est déplacée jusqu'au bord de la clairière et s'est tenue là, scrutant la lisière des arbres avec une concentration qui n'avait rien à voir avec les écureuils. Cade a suivi ses yeux. La forêt était immobile. La neige a attrapé la lumière. Il n'y avait rien à voir. Iris n'a pas bougé. Cade a compris que l'instinct ne concerne pas toujours ce qui est présent. Parfois, il s'agit de ce qui est possible. Ce soir-là, Briggs a monté la colline en voiture. Il s'est tenu sur le pas de la porte, chapeau à la main, posture aisée mais intentionnelle. Le contrôle des animaux a trouvé assez d'éléments pour poursuivre. Il a dit négligence, élevage sans licence. Nous montons le dossier, il essaiera d'aller au civil. Il parlera de propriété. Mais ce que vous avez documenté, ce que nous avons documenté, cela raconte une autre histoire. Cade a hoché la tête. « De quoi avez-vous besoin de moi? »« Du temps, » a dit Briggs. « Exactement ce que vous faites. Pas de bruit, pas de raccourci. » Après le départ de Briggs, la cabane est revenue à son nouveau rythme. Cade s'est assis sur le sol près du foyer, le dos contre le mur, regardant Iris alors qu'elle comptait ses chiots. Dehors, la vallée s'est assombrie. Dedans, 3 petits cœurs battaient là où il n'y avait autrefois que le silence. Cade a pensé au mot que Lowell avait utilisé, propriété. Il a pensé à ce que font les systèmes quand ils sont autorisés à définir la vie comme un inventaire. Il n'a pas ressenti de colère tant que de la résolution. Il y a des façons de se battre qui n'impliquent pas les points ou les gros titres. Il y a des façons qui durent. Il a posé sa main sur le sol près d'Iris. Elle ne l'a pas regardé. Elle n'en avait pas besoin. L'accord entre eux ne nécessitait pas de langage. La nuit est passée sans moteur en coup, sans les petites violences qui se déguisent parfois en légalité. Cade savait que ce ne serait pas toujours le cas. Il savait aussi avec une constance qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, qu'il ferait face à ce qui viendrait dans les limites de la loi et dans les limites plus profondes du soin qui avait amené Iris à sa porte en premier lieu. La cabane, autrefois construite pour tenir tout le monde dehors, gardait maintenant quelque chose dedans. Et Cade, qui avait passé une vie à traverser des seuils, a choisi celui-ci. Le soleil froid a lavé les pins jusqu'à ce qu'ils aient l'air nouvellement frappés. Chaque aiguille une fine lame de lumière. La vallée ne semblait plus un endroit qui avait survécu à une tempête. Elle semblait un endroit qui prétendait que la tempête n'avait jamais eu lieu. Cade Holston a traversé ces jours lumineux avec une discipline différente. Non pas la discipline d'attendre, mais de construire. Il avait appris il y a longtemps que la vérité arrive rarement comme les films le promettent. Elle vient comme un poids, des documents, des dates, des chiffres qui durent longtemps après que les voix s'estompent. Il a commencé là où la loi écoute le mieux. Ce qui peut être vu, mesuré, vérifié. Il a photographié la faible indentation au cou d'Iris, où une chaîne avait autrefois mordu la peau, un anneau pâle qui ne disparaîtrait jamais tout à fait. Il a enregistré son poids, la montée constante de l'épuisement vers la santé. Il a enregistré les notes vétérinaires que le docteur Mara Winslow avait écrites de sa main précise. Malnutrition, déshydratation, indicateur de stress compatible avec un confinement prolongé. Grossesse à risque due à la négligence. Mara avait 37 ans, compacte et rapide, avec des cheveux châtains toujours tirés en un chignon bas et des yeux de la couleur des feuilles d'hiver. Elle n'a pas dramatisé, elle a documenté. Dans une ville qui croyait encore aux histoires, elle croyait aux données. Cade a noté ce que les voisins diraient si on leur demandait ce qu'ils lui avaient déjà dit quand ils pensaient qu'ils ne faisaient que parler. Il a demandé des dates, pas des impressions. Il a demandé à quelle heure les camions venaient, non pas à quelle fréquence ils étaient étranges.
Il a demandé des copies des images de sécurité de la station-service de la nuit du voile blanc. Le propriétaire, un homme aux épaules larges avec une barbe comme une clôture givrée et une habitude de gentillesse qui le mettait mal à l'aise, est aidé sans commentaire. Sur l'écran, un véhicule cabossé est entré dans le corps et en est ressorti, sa plaque d'immatriculation à moitié enneigée, mon timing précis d'une manière qui ne l'est jamais. L'adjoint Nolan Briggs a plié chaque pièce dans un dossier qui a grandi non pas en drame, mais en densité. Briggs n'a pas élevé la voix quand il a travaillé. Il a élevé les standards. 45 ans, grand et mince, avec des yeux bleus hivernales qui avaient appris à séparer la fatigue de la reddition. Il a tout lu 2 fois. Quand Cade lui a apporté les photos, Briggs n'a pas hoché la tête avant la fin. Nous n'avons pas besoin d'être plus bruyants que les faits, a-t-il dit. Nous avons besoin d'être assez patients. Le mandat est venu quand suffisamment de patients avaient été convertis en preuve. Ils sont allés chez Lyle Merrick un matin si propre qu'il semblait presque impoli. La propriété se trouvait au-delà de la dernière ligne respectable de Pine Hollow. Un étalement bas et fatigué qui prétendait être une ferme et se comportait comme un dépôt. Lyle a ouvert la porte avec un sourire pratiqué et une ombre dans les yeux. Il avait 43 ans, mais portait le poids des raccourcis. Cheveux clairsemés, lissés en arrière, mâchoire rugueuse avec une barbe naissante qui n'est jamais vraiment devenue une barbe, manteau qui cachait plutôt qu'il ne réchauffait. Il les a fait entrer avec une civilité qui ne s'étendait pas à son environnement. La recherche n'a pas hurlé, elle a parlé en objet, une longueur de chaîne usée, fine au milieu où elle avait été tirée encore et encore. Des bols gelés au béton, une cage en fil trop petite pour tout berger adulte. Ses coins rongés. Un registre non pas de noms, mais de lettres, de dates, de chiffres, de prix d'une main soignée qui faisait paraître la souffrance organisée. Briggs a tout photographié. Le contrôle des animaux a documenté les conditions avec l'exactitude calme de personnes qui avaient appris à être courageuses en refusant de détourner le regard. Cade s'est tenu en arrière. Il n'a pas touché. Il n'en avait pas besoin. La preuve s'est organisée en un langage qu'il reconnaissait. La grammaire des systèmes qui traitent maintenant les corps comme un inventaire. Lyle a parlé pendant qu'il travaillait, alternant entre l'indignation et l'innocence blessée. Il a dit des mots comme propriété et affaires et malentendu. Il n'a pas dit eau ou chaleur ou soin. Quand la dernière photographie a été prise, Briggs l'a remercié pour sa coopération, comme si c'était un fait plutôt qu'une performance. De retour à la cabane, le travail de montage d'un dossier a cédé la place au travail de maintien d'un foyer. Iris gisait dans une bande de soleil près du foyer, son pelage maintenant épais de santé hivernale, ses yeux ambrés alertes, mais plus creusés par la faim. Les chiots avaient commencé à trouver leur marque. Celui à l'étoile pâle sur la poitrine avançait comme si le monde était un puzzle qu'il voulait résoudre. Celui aux oreilles tombantes suivait la lumière comme si elle pouvait se transformer en quelque chose qu'il pouvait porter. Et le chiot masqué, observateur, choisissant quand entrer dans un moment plutôt que de le précipiter. Cade leur a souri avec une douceur qui l'a surpris. Il n'avait pas su quand il s'était arrêté sur la route 9 que la vie arriverait non pas comme un sauvetage, mais comme une répétition pour revivre. Il a appris à garder ses bottes juste hors de portée des petites dents. Il a appris la comédie particulière d'une cuisine où un homme qui avait désamorcé des munitions pouvait être défait par un chauve-biberon. C'est dans ces petites défaites ordinaires que quelque chose en lui s'est détendu. La ville a remarqué. Pine Hollow avait une manière de remarquer sans déclarer. Les conversations s'arrêtaient quand Cade entrait au restaurant. Les yeux le suivaient, non pas méchamment, mais avec la curiosité réservée aux personnes qui perturbent les récits familiers. La version de Lowell est voyager plus vite que la vérité ne le fait jamais. Les forums en ligne se sont allumés avec des insinuations, étrangers, voleurs, justiciers. Certains y ont cru, d'autres non. La communauté a fait ce que les communautés font souvent quand on leur tend un miroir.
Elle s'est divisée le long de lignes qui avaient toujours été là. Cade n'a pas répondu au message. Il n'a répondu qu'aux appels de Briggs et aux SMS de Mara. La preuve, lui a rappelé Briggs, ne se soucie pas de qui est le plus bruyant. Elle ne se soucie que de qui a raison. En milieu de semaine, Mara est venue vérifier Iris et les chiots. Elle s'est agenouillée sur le sol de la cabane, mouvement efficace, voix douce. Son poids est en hausse, a-t-elle dit. Le lait est fort, les marqueurs de stress sont en baisse. Elle a jeté un coup d'œil à Cade, puis de nouveau à Iris. Vous faites ça bien. Je le fais avec de l'aide. Mara a souri comme le font les gens quand ils reconnaissent une vérité durement acquise. Cela compte toujours. Cet après-midi-là, quand la lumière a basculé en or et que l'air est devenu immobile de la manière qui fait même écouter les oiseaux, Iris s'est levée et a marché jusqu'à la clôture arrière. Cade a suivi, ne s'attendant à rien de plus qu'une autre exploration des bois. Au lieu de cela, elle a commencé à gratter la neige avec une concentration qui n'était pas de la curiosité, mais de l'insistance. Le mouvement était précis. Gratter, pose, gratter de nouveau, jusqu'à ce que quelque chose de sombre perce le blanc. Cade s'est accroupi. Un fragment de métal gisait à moitié enfoui, sa surface gravée d'une faible inscription industrielle. Les premières lettres d'un nom qui correspondait au registre qu'ils avaient photographié ce matin-là. Pas de magie, mémoire, survie inscrite dans le muscle. Cade ait senti le sol basculer sous la simplicité de cela. Iris n'avait pas seulement échappé à un endroit. Elle l'avait porté avec elle, une carte de danger qu'elle était enfin prête à relâcher. Il a photographié le fragment, l'a mis dans un sac et noté l'emplacement. Quand Briggs est arrivé ce soir-là, il l'a étudié sous la lumière de la cabane. Plaque de chaîne, a-t-il dit. Marquage industriel, cela corrobore. Corrobore ce que nous savons déjà, a dit Cade. Briggs a rencontré ses yeux. Corrobore pour un juge. La campagne de diffamation s'est intensifiée. Les publications de Lyell ont pris une note de performance. Des emojis tristes, des appels à l'équité. L'insistance qu'un homme avec une cabane et un passé militaire ne pouvait pas comprendre les affaires. Quelques habitants ont commencé à le répéter en personne. Un au restaurant a dit à Cade qu'il devrait faire ce qu'il fallait et rendre la chienne. Cade a payé son café et est parti sans discuter. Il avait appris dans des endroits loin de Pine Hollow que la justice ne s'améliore pas quand on lui crie dessus. La nuit, quand la vallée a transformé ses lumières en une constellation tranquille, Cade s'est assis sur le sol et a regardé Iris compter ses chiots. Il a pensé aux mots que Lyell avait utilisés, propriété, et au registre qui avait essayé de transformer la vie en colonne. Il a pensé aussi au voile blanc, au moment où il avait placé son manteau sur la route comme un drapeau de trêve et avait reculé. Il n'avait pas sauvé Iris par la force. Il avait offert de l'espace et attendu le choix. Cela, plus que tout, était ce qui avait commencé à le guérir. L'affaire a avancé par incréments qui ne feraient jamais la une. Le contrôle des animaux a déposé, le comté a programmé. Briggs s'est préparé. Le rapport de Mara a ajouté du poids là où la rumeur avait essayé de soustraire. Cade a appris à faire confiance à un tempo qui ne satisfaisait pas la partie de lui qui avait autrefois vécu pour l'action décisive. Il y a des batailles que l'on gagne en ne bougeant pas tant que le moment n'arrive pas. La ville est restée divisée. Certains voisins ont déposé des couvertures et des sacs de nourriture avec un signe de tête et sans mots. D'autres ont détourné le regard. Pine Hollow n'était pas cruelle, elle était humaine. Et les humains, Cade l'avait appris, ont besoin de temps pour rattraper leurs meilleurs eux-mêmes. Le 7e matin après la fouille, le gel a vitré la clôture et les chiots s'y sont précipités comme si c'était un nouveau genre de jeu. Cade a regardé, botte à la main, pour qu'ils ne puissent pas redevenir des jouets. Iris se tenait à proximité, ne gardant plus avec son corps seul, mais avec un calme qui avait remplacé la vigilance. Le fragment de chaîne gisait dans un sac étiqueté sur la table à l'intérieur, ne faisant plus partie d'elle. Briggs a appelé vers midi. « Nous avons assez pour la prochaine étape, » a-t-il dit. « Ce ne sera pas rapide, mais ce sera juste. » Cade a fermé les yeux.
non pas de soulagement, mais de gratitude pour le mot juste. Il a raccroché et est retourné sous la lumière froide du soleil. La forêt semblait propre. L'air semblait honnête. À l'intérieur de la cabane, 3 petits cœurs battaient à un rythme qui n'avait rien à voir avec les tribunaux ou les fils de commentaires. Cade a compris alors ce que la tempête lui avait offert. Pas une rédemption dramatique, pas une histoire qui voyagerait bien, mais une pratique pour se présenter, documenter, attendre sans abandonner. La preuve ne hurle pas. Elle ne supplie pas d'être crue. Elle se tient, patiente comme la lumière d'hiver jusqu'à ce que même les doutes les plus bruyants n'aient plus d'endroit où se cacher. Le palais de justice de Pine Hollow était plus petit que la plupart des gens n'imaginent la justice. Briques usées jusqu'à un rouge doux, fenêtres hautes et étroites, une cloche au-dessus de la porte qui sonnait d'un son trop doux pour les mots qui passaient en dessous. Le matin de l'audience d'urgence, la lumière d'hiver a coupé la salle d'audience en rectangle lumineux sur le plancher en bois, comme si la journée elle-même offrait des lignes pour que la vérité s'y tienne. Cade Holston est arrivé tôt. Il portait le même calme qu'il portait toujours. Posture droite, mâchoire rasée de près, cheveux foncés coupés courts en un undercut soigné, yeux de la couleur d'un lac froid. Il ne s'est pas assis avant d'avoir placé le dossier vétérinaire d'Iris sur le banc devant lui et aligné les photographies de sorte que leurs bords soient propres. Il y a des hommes qui se préparent au combat en y répétant ce qu'ils diront. Cade s'est préparé en s'assurant que ce qu'il portait pouvait parler sans lui. Iris n'était pas dans la pièce. Les animaux le sont rarement, mais elle était présente dans tout le reste, dans la faible indentation capturée en gros plan le long de son cou, dans les chiffres qui montraient un corps retrouvant la santé, dans les dates qui marquaient la nuit du voile blanc et le matin d'après. Cade pouvait la sentir dans l'espace où sa main reposerait habituellement sur son épaule, comme on sent d'une boussole, même quand elle est dans une poche. L'adjoint Nolan Briggs est entré avec un dossier glissé sous son bras. 45 ans, grand, mince, yeux bleus hivernal, il se portait comme un homme qui avait appris que la constance est une sorte de miséricorde. Il a hoché la tête une fois à Cade, puis a pris un siège qui le plaçait entre le procureur du comté et l'allée. Le Dr. Mara Winslow s'est glissé quelques instants plus tard, sa parka saupoudrée de givre, ses cheveux châtains tirés en un chignon bas, l'expression composée. Elle tenait un mince portfolio comme une promesse qu'elle avait faite à quelqu'un qui ne pouvait pas parler pour elle-même. Lyle Merrick est arrivé en dernier. Il a rempli l'embrasure de la porte avec une confiance qui ne lui appartenait pas. Manteau trop propre, sourire trop répété. À 43 ans, son corps avait commencé à accumuler les yailles. Raccourci, il préférait la douceur là où il aurait dû y avoir de la tension de force dans la mâchoire où l'honnêteté aurait pu vivre. Ses yeux, noisettes pâles et vifs, ont balayé la pièce, non pas à la recherche de la vérité, mais de l'avantage. Il a pris place et a joint ses mains comme en prière, une posture qui demandait à être mal interprétée comme de l'humilité. L'audience d'urgence a été brève par conception. La question était étroite de savoir si Iris devait être rendue à l'homme qui revendiquait la propriété pendant que l'affaire plus vaste se poursuivait. Le procureur du comté a parlé dans le langage mesuré du risque. Le Dr. Winslow a témoigné avec une clarté qui refusait l'embellissement. La chienne est arrivée en sous-poids et déshydratée. Elle a dit qu'il y avait des indicateurs de stress compatibles avec un confinement prolongé. Étant donné la grossesse à l'époque, la rendre à l'environnement d'où elle a été retirée posait un risque significatif pour sa santé et celle des chiots. Elle a décrit les marques au cou, les pointes de données de rétablissement, l'absence de toute licence ou dossier vétérinaire du demandeur. L'avocat de Lee a plaidé la propriété, les contrats, l'inconvénient de l'ingérence. Il n'a pas plaidé le soin. Cade n'a pas parlé. Il n'en avait pas besoin. Le juge a écouté. La juge Evelyn Hartwell était au début de la soixantaine, grande, les cheveux argentés, étirés en un chignon soigné qui formait une ligne nette à la nuque. Ses lunettes étaient fines, presque délicates,
Mais rien dans sa voix ne suggérait la fragilité. Elle a posé des questions chirurgicales, précises dans leur but. Quand elle a regardé les photographies, elle n'a pas sourcillé. Quand elle les a posées, elle l'a fait avec une douceur qui ressemblait à du respect. La décision est venue sans théâtre. La garde temporaire est restée avec Cade, en attendant une audience complète. Le contact entre Lyle et la chienne a été interdit. Le contrôle des animaux a été chargé de poursuivre son enquête. La cloche au-dessus de la porte du palais de justice a retenti alors que les gens se levaient. Dehors, la lumière d'hiver s'est accrochée aux branches nues comme du verre dans l'eau. Lyle est sorti le premier, la mâchoire serrée, son sourire disparu. Il n'a pas regardé Cade. Cade l'a regardé partir avec un calme qui l'a surpris lui-même. Il n'a pas ressenti de victoire. Il a ressenti quelque chose de plus proche de l'alignement. Des semaines se sont écoulées comme les semaines le font quand quelque chose d'important se passe quelque part que vous ne pouvez pas voir. La ville n'est pas redevenue elle-même du jour au lendemain. Certaines personnes ont gardé leur distance. D'autres ont apporté des gratins qu'elles ont fait semblant d'être juste en plus. Cade a continué à documenter. Briggs a continué à construire. Mara a continué à mesurer et à enregistrer. Les chiots ont grandi. Leurs différences se sont aiguisées en personnalité. Celui à l'étoile pâle, persistant et curieux. Celui aux oreilles tombantes, sérieux et affectueux. Le chiot masqué, observateur, choisissant quand entrer dans un moment plutôt que de le précipiter. Iris les a regardés avec un sang-froid qui ressemblait à un serment silencieux. Elle ne sursautait plus au son des véhicules. Elle ne patrouillait plus les fenêtres la nuit, mais quand Cade a ouvert la porte arrière, elle l'a suivi et s'est tenue avec lui, deux silhouettes contre une vallée qui avait commencé à contenir la promesse du printemps. L'audience complète était prévue pour un matin où le ciel était d'un bleu pâle et indulgent. La salle d'audience s'est remplie cette fois. Pine Hollow avait décidé qu'elle voulait se voir dans cette histoire. Les mêmes rectangles de lumière gisaient sur le sol, mais maintenant ils étaient rejoints par le poids de l'attention. Le procureur du côté a exposé les preuves comme s'il assemblait d'un pont. Rapport vétérinaire, photographie, la plaque de chaîne qu'Iris avait déterrée à la clôture, les images de la station-service de la nuit de la tempête, les déclarations des voisins, le registre saisi à la propriété de Lyle, chaque pièce connectée à la suivante. Le Dr. Winslow a témoigné de nouveau, sa voix stable, son langage prudent. L'adjoint Briggs a décrit la fouille et les conditions trouvées. Chaînes usées par l'usage, balles gelées au béton, cages trop petites, registres qui réduisaient les vies à des chiffres. Il n'a pas fait de commentaire éditorial, il n'en avait pas besoin. Lyle a pris la barre, il a parlé d'affaires et de malentendus. Il a parlé de propriété et de droit. Il n'a pas parlé d'eau, il n'a pas parlé de chaleur, il n'a pas parlé de ce que signifie être responsable d'un corps vivant qui vous fait confiance. Cade n'a été appelé qu'une fois. Il s'est tenu, les épaules carrées, les yeux de niveau. Il a décrit la nuit sur la route 9, le voile blanc, la façon dont il avait placé son manteau sur la route et reculé. Il n'a pas dit héros, il a dit choix. Il n'a pas dit sauvetage, il a dit espace. Quand on lui a demandé pourquoi il n'avait pas simplement rendu la chienne, il a répondu avec une vérité qui semblait à la fois ordinaire et vaste. Parce que le soin n'est pas une possession, c'est une pratique. Rehook, pendant une pause, alors que les gens se déplaçaient dans les bancs et chuchotaient, un murmure a traversé la pièce comme un petit vent. Le bailli a ouvert la porte latérale. Iris est entrée en laisse courte, flanquée du contrôle des animaux pour une brève démonstration. La cour l'avait permise. Elle était plus grande que la plupart des gens ne s'y attendaient. Pelage noir et feu épais de santé hivernale, poitrine large, yeux ambrés et sans ciliés. Elle ne forçait pas contre la laisse de Yao. Elle n'a pas baissé la tête. Elle a marché avec le calme d'une créature qui sait exactement où elle est. Quand elle a atteint l'allée centrale, elle s'est arrêtée. Lyle était assis à gauche. Iris l'a regardé. Non pas avec peur, non pas avec fureur.
Elle ne s'est simplement pas dirigée vers lui. Le refuge était absolu, silencieux comme la neige qui tombe. Un calme s'est répandu qu'aucun marteau n'aurait pu commander. Pour la première fois, l'histoire dans la pièce ne concernait pas la propriété. Elle concernait le consentement. La démonstration a pris fin. Iris a été sortie. L'héritier a semblé la suivre. La juge Hartwell a rendu sa décision d'une voix qui ne cherchait pas à être retenue et qui le serait donc. La revendication de propriété de Lyle Merrick a été définitivement résiliée. Il lui a été interdit tout contact avec la chienne et ses chiots. Le comté a été chargé de poursuivre l'enquête sur l'élevage sans licence et la cruauté envers les animaux. La garde a été accordée à Cade en vertu d'un arrangement de famille d'accueil en vue d'une adoption avec l'attente d'une adoption à l'achèvement des exigences légales. Il n'y a pas eu de allaitement. Il y a eu une expiration collective. Dehors, la lumière avait de nouveau changé, l'hiver s'amenuisant au bord. Lyle s'est tenu sur les marches, le visage tiré, les yeux vifs d'un sentiment qui n'était pas du remords. Iris a émergé en laisse et s'est arrêtée au seuil. Elle n'a pas aboyé. Elle n'a pas bondi. Elle l'a regardé une fois, puis a détourné son corps. La ville l'a vue. Le courage, elle l'a compris à ce moment-là, n'a pas besoin de grogner. Cade n'a pas ressenti de triomphe. Il a ressenti de la légèreté, celle qui vient quand un poids que vous n'aviez pas réalisé que vous portiez est enfin posé. Il s'est agenouillé et a reposé son front brièvement contre l'épaule d'Iris. Sa chaleur était réelle. Sa respiration était stable. 3 petites vies attendaient dans la cabane sur la colline, leurs avenirs n'étant plus écrits en colonne. Alors qu'ils retournaient à travers Pine Hollow, les gens ont hoché la tête. Certains ont souri, d'autres ont simplement regardé. La ville apprenait à son propre rythme humain ce que signifiait choisir le soin plutôt que la commodité. À la cabane, Cade a ouvert la porte du régime et les chiots se sont précipités en avant. Joie maladroite faite de fourrure et de pattes. Iris est entrée la dernière comme pour confirmer que le seuil était maintenant ce qu'il était censé être. Cade s'est tenu dans l'embrasure de la porte un instant, la lumière d'hiver dans son dos, une maison à ses pieds. Il n'a pas pensé à la victoire. Il a pensé à l'alignement, à une vie qui avait autrefois été organisée autour de la perte, s'organisant maintenant autour de la responsabilité, à une pratique qui avait commencé sur une route dans une tempête et l'avait portée ici. La lumière a traversé le sol, la journée a continué. La justice rendue dans une petite pièce l'a suivie à la maison. Le printemps n'est pas arrivé à Pine Hollow avec fanfare. Il est venu comme la guérison, tranquillement par petites permissions. La neige a desserré son emprise sur la route 9 jusqu'à ce que la route ressemble moins à une blessure et plus à une cicatrice qui avait appris à se refermer. La lumière du soleil a trouvé la vallée en bande plus longue. Les pins, rincés de l'hiver, ont pris un verre plus doux. Cade Holston a remarqué ces changements comme un homme remarque son propre souffle revenir après une longue plongée. À la cabane, la vie s'est réorganisée autour du mouvement. Iris bougeait avec une aisance qui avait autrefois été impossible. Pelage noir et feu épais et propre, poitrine large, yeux ambrés alertes, mais plus méfiants. Ces 3 chiots n'étaient plus seulement des battements de cœur. Ils étaient des arguments avec la gravité. Ils tombaient, glissaient, se relevaient et essayaient de nouveau comme si le monde était une série d'invitations. Celui à l'étoile pâle avançait avec une insistance joyeuse. Celui aux oreilles tombantes chassait la lumière comme si elle pouvait se transformer en quelque chose qu'il pouvait porter. Et le chiot masqué regardait d'abord, puis entrait dans un moment avec une certitude délibérée. Cade a appris à lire leurs différences comme il avait autrefois appris à lire le terrain. Il a aussi appris autre chose. Comment ouvrir sa porte sans peur de ce qui pourrait suivre. Cela a commencé par un appel téléphonique du Dr. Mara Winslow. 37 ans compact et rapide, cheveux châtains, toujours tirés en un chignon bas. Mara avait la voix stable de quelqu'un qui croyait aux données parce qu'elle croyait à la miséricorde. Nous recevons plus de cas que le refuge ne peut en contenir.
Elle a dit des vagues de froid à court terme la nuit encore. Je me demandais si... Oui, a dit Kate avant qu'elle ne finisse. Ils n'ont pas fait d'annonce. Ils n'en avaient pas besoin. Un coin de la cabane est devenu un lieu de transit. Des couvertures propres empilées dans un ordre tranquille, une cage de transport contre le mur, des bols alignés comme de la ponctuation. Kate a coordonné avec l'adjoint Nolan Briggs, 45 ans grand et mince yeux bleus hivernal, qui mesurait avant de juger pour que tout soit légal et transparent. Le comté a signé des accords de famille et d'accueil temporaire pour les animaux déplacés par les dernières tempêtes et les cas de négligence qui suivaient encore le processus. Pine Hollow a regardé de loin au début, puis de plus près, puis sans jamais tout à fait l'admettre, de l'intérieur. La cabane a changé de manière qui ne se sont pas annoncées. Elle sentait moins la fumée et plus le savon. Elle a appris la musique de différentes pattes. Kate a trouvé que ces matins avaient acquis un but qui ne dépendait pas de la mémoire ou du regret. Il se levait avec la lumière, effectuait de petites tâches avec une constance qui semblait méritée, non imposée. Il ne parlait pas souvent de sa femme. Il n'en avait pas besoin. L'amour, apprenait-il, ne nécessite pas toujours de narration. La première chienne arrivée était une jeune chienne croisée avec une cage thoracique qui racontait sa propre histoire. Cad l'a soulevée avec soin, Iris regardant avec une attention qui n'était ni jalousie ni suspicion, mais quelque chose de plus ancien, un inventaire de sécurité. La chienne est restée 2 nuits, puis est partie vers une famille dont les mains tremblaient en signant les papiers. Kate a fait un signe de la main depuis le porch, un geste qui l'a surpris par son naturel. Le mot a voyagé comme il le fait toujours dans les petites villes, non pas comme une rumeur, mais comme une permission. Les gens ont commencé à apporter ce qu'ils avaient, des croquettes supplémentaires, des serviettes usées, une vieille cage qui avait autrefois appartenu à un berger disparu depuis longtemps. Certains sont restés pour parler, d'autres sont partis tranquillement, comme si la générosité était un accord privé avec eux-mêmes. C'est pendant l'un de ces après-midi tranquilles qu'Iris a fait quelque chose qui a transformé une pratique en une vocation. La voisine 2 maisons plus loin, Madame Eliza Thorne, avait vécu à Pine Hollow plus longtemps que la plupart des gens ne pouvaient s'en souvenir. Elle était à la fin de la soixantaine, à petite ossature avec des cheveux argentés, qu'elle gardait en une tresse lâche qui ressemblait à une question le long de son dos. Sa peau était la pâleur de quelqu'un qui avait connu plus d'hiver que d'été. Elle avait été bibliothécaire scolaire avant que le monde ne commence à bouger plus vite que sa vue. Et elle se portait avec l'exactitude douce de quelqu'un qui avait passé une vie à placer des choses où d'autres pouvaient les trouver. Eliza avait un chien nommé Burr, autrefois une présence stable, maintenant une ombre tremblante. Burr était un mélange de berger de taille moyenne avec un pelage bringé et des yeux qui avaient appris à attendre le sol. Après une chute sur la glace cet hiver-là, Eliza avait été hospitalisée pendant des semaines. Birch avait été mis en chenil, puis déplacé, puis rendu. Il est rentré chez lui avec un nouveau langage de peur. Les portes le surprenaient, un mouvement soudain le faisait s'aplatir contre les murs. Eliza l'aimait avec la persistance d'une femme qui avait catalogué le monde, mais l'amour seul ne pouvait pas faire taire l'écho qui vivait dans son corps. Kate n'a pas fait de publicité. Il a simplement ouvert sa porte quand Eliza est apparue un après-midi, marchant lentement. Birch en laisse courte, ses épaules courbées d'une manière qui suggérait à la fois l'âge et l'excuse. « J'ai entendu, a-t-elle dit, les yeux sur le chemin. J'ai entendu dire que vous. Parfois vous a aidé. » Kate a hoché la tête. Il n'a pas tendu la main vers Birch. Il s'est agenouillé à distance, laissant le chien décider si le monde pouvait être mesuré de nouveau. Iris a regardé depuis le porche, les oreilles en avant, posture calme. Birch ne traverserait pas le seuil. Ses pattes ont gelé à quelques centimètres du bois. Sa respiration est devenue superficielle. La main d'Eliza s'est resserrée sur la laisse, non pas pour tirer, mais parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre avec l'inquiétude. Kay n'a pas parlé. Il a fait quelque chose de plus simple. Il s'est assis où il était et a attendu. Rehook.
Iris est descendue du porche, pas rapidement, pas avec autorité. Elle a approché Birch en un arc lent qui n'offrait aucun coin à la peur pour se cacher. Elle n'a pas baissé la tête. Elle n'a pas envahi. Elle s'est arrêtée à une distance qui respectait la frontière invisible que Burr avait tracée autour de lui. Puis elle a fait quelque chose que Cade ne l'avait jamais vu faire. Elle a déplacé son poids et s'est penchée juste légèrement de sorte que son épaule n'était plus carrée au monde, mais inclinée vers Birch, créant une attelle vivante entre lui et l'espace ouvert derrière. C'était un geste aussi ancien que les animaux et aussi précis que n'importe quel. Encre d'entraînement. La respiration de Birch n'a pas ralenti d'un coup. Elle a bégayé puis a trouvé un nouveau rythme. Il a fait un pas. Iris n'a pas bougé. Il en a fait un autre. Quand son nez a touché son épaule, Iris n'a pas sourcillé. Elle est simplement restée. Le monde qui avait été trop grand est devenu la taille de deux corps, partageant un seul calme. La main d'Eliza a tremblé à son côté. Elle a couvert sa bouche non pas pour retenir ses larmes, mais parce qu'elle ne faisait pas confiance au moment pour ne pas se briser si elle respirait trop fort. Ils n'en ont pas fait un spectacle. Burr a suivi Iris à l'intérieur. Il n'a pas exploré. Il s'est tenu là où Iris se tenait. Quand elle s'est allongée, il s'est allongé à une distance prudente, comme s'il demandait encore la permission d'être en sécurité. Cade a apporté de l'eau. Il ne s'est pas pressé. La cabane les a tenus comme elle avait appris à tenir tout ce qui passait par sa porte sans jugement, sans demande. Beer est resté l'après-midi, puis le soir, puis la nuit. Au matin, il avait mangé. À midi, il avait levé la tête quand une cuillère a tinté dans un bol. Eliza s'est assise dans le fauteuil, les mains croisées, regardant comme si elle assistait à un langage qu'elle n'avait pas connu exister. Quand elle s'est levée pour partir, Burr l'a suivie jusqu'à la porte et a fait une pause, puis a regardé Iris une fois, une question et une réponse dans le même regard. « Il se souvient comment être ici », a dit Eliza. Sa voix n'a pas tremblé. Il a juste oublié. À partir de ce jour, la cabane n'était plus seulement un lieu de passage. C'était un lieu de retour. Cade ne l'a appelé rien. Pine Hollow l'a fait. Quelqu'un a dit fort dans un commentaire qui n'était pas destiné à être partagé au-delà d'une table de cuisine. Le mot est resté, non pas parce qu'il était poétique, mais parce qu'il était exact. Un phare ne bouge pas. Il ne chasse pas les tempêtes. Il se tient où il est et laisse ceux qui sont perdus décider s'ils veulent trouver leur chemin par lui. Cade a accroché 2 photographies au mur près du foyer. L'une était de sa femme prise il y a des années, dans un couloir d'hôpital qui sentait légèrement le désinfectant et l'espoir, son sourire fatigué et lumineux. L'autre était d'Iris sur la route 9, la neige épaisse sur son dos, les yeux clairs dans le voile blanc. Il ne les a pas placés pour comparer. Il les a placés pour se souvenir d'une vérité qu'il avait apprise trop tard et juste à temps. Le courage porte de nombreux uniformes. Les chiots ont grandi avec leur nom. Nom que Cade ne s'était pas pressé de leur donner. Il a laissé leur nature parler d'abord. Celui à l'étoile pâle est devenu North pour la façon dont il insistait pour trouver la direction. Celui aux oreilles tombantes est devenu Echo pour la façon dont il suivait chaque son comme une promesse. Le chiot masqué est devenu Slate pour la constance tranquille qui suggérait une surface sur laquelle le monde pouvait écrire et être changé par elle. À mesure que le printemps s'approfondissait, les gens sont venus et sont partis. Une femme de l'autre côté de la ville a apporté une boîte de colliers qu'elle avait cousu elle-même, chacun imparfait et indubitablement aimé. Un homme qui n'avait jamais possédé de chien s'est arrêté avec un sac de nourriture et est parti sans expliquer pourquoi. Briggs est passé une fois avec un thermos et est resté regarder Iris et les chiots se chamailler dans la cour. « Vous savez, a-t-il dit, ne regardant pas Cade, les endroits ne deviennent pas ce qu'ils sont par accident. » Au crépuscule, quand la lumière a basculé en or et que l'air est devenu immobile de la manière qui fait même écouter les oiseaux, Cade s'est tenu sur le porche avec Iris à son côté. La route en dessous était tranquille.
La route 9 ne semblait plus un souvenir qu'il devait survivre. Elle semblait une ligne qu'il avait traversée et qu'il traverserait de nouveau quand le monde lui demanderait de choisir. Il ne se sentait pas fini, il se sentait fidèle. Cette nuit-là, alors que la cabane s'installait dans sa douce respiration humaine-animale, et Michel, Cade s'est allongé sur le sol, le dos contre le mur, les chiots arrangés en une constellation chaude et ridicule autour de lui. Iris s'est reposée là où elle pouvait tous les voir. Il a pensé à la nuit dans la tempête, au manteau sur la route, au pas en arrière qui avait été le premier pas en avant. Il a compris maintenant que ce qu'il avait changé n'était pas l'acte lui-même, mais ce qu'il en avait fait. Il avait laissé un moment de miséricorde devenir une façon de vivre. Le matin, Eliza est revenue avec Birch, qui a trotté dans la cour avec une confiance qui lui appartenait de nouveau. Iris l'a rencontré à la porte, épaules inclinées, ancrée offerte. Birch n'en a pas eu besoin cette fois. Il est simplement entré. Cade a regardé depuis le porch, la lumière d'hiver disparue depuis longtemps, le printemps faisant son travail tranquille. Il n'a pas pensé aux fins. Il a pensé aux continuations, à l'héroïsme ordinaire de s'arrêter quand le monde vous demande de passer. De la façon dont une cabane construite pour garder la vie à distance était devenue un endroit où la vie apprenait à se rapprocher. La route en dessous s'est courbée à travers la vallée, une cicatrice qui avait guéri. La porte derrière lui était ouverte. Le phare ne brillait pas parce qu'il voulait être vu. Il brillait parce qu'il était là. Parfois, le miracle n'est pas le tonnerre du ciel. Parfois, c'est une main tranquille sur un volant choisissant de s'arrêter, une porte choisissant de s'ouvrir, un cœur choisissant de ne pas s'endurcir. Dans la poussière quotidienne de la vie, le trafic, les factures, la solitude, le vieux chagrin qui revient comme le vent d'hiver. Dieu travaille souvent avec de petites lumières au lieu de feux d'artifice. Une chienne mère échouée, 3 vies fragiles, et un homme blessé sont devenus la preuve que le ciel écrit encore de nouveaux chapitres dans des endroits ordinaires. Si vous portez quelque chose de lourd aujourd'hui, que ceci soit un doux rappel. Dieu ne gâche pas la douleur. Il peut transformer la chose même qui vous a brisé en endroit où l'amour repousse. Et parfois, le sauvetage que vous offrez devient le sauvetage que vous recevez. Si cette histoire vous a touché, partagez le moment qui a tenu votre cœur le plus longtemps. Dites-nous d'où vous regardez et ce que vous avez appris sur les deuxièmes chances. Laissez un commentaire pour que cela puisse devenir un endroit où les gens et ceux qu'ils aiment se sentent moins seuls. Et si vous voulez plus d'histoires de loyauté, de rédemption et de miracles tranquilles, abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous. Que Dieu vous bénisse, vous et votre maison, raffermisse vos pas et vous envoie la bonne aide au bon moment. Qu'il garde ceux que vous aimez, guérisse ce qui fait mal et place une petite lumière fidèle sur votre chemin aujourd'hui et tous les